Et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine. Avec nous ce soir, Patricia Alémonière, grand reporter et spécialiste des questions internationales. Bonsoir Patricia. Également avec nous, comme d'habitude, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Fabrice Rousselot, spécialiste des questions internationales également. Bonsoir Fabrice. Et puis Nicolas Vado, dessinateur pour les journaux belges Le Vif et l'Écho et membre du réseau Cartooning for Peace. Et Nicolas, je montre donc à l'antenne votre superbe compilation de dessins sur les années Trump, voilà, saison 2 même. Saison 2, volume 2, qu'on aura plaisir donc à découvrir dans toutes les bonnes librairies. Au sommaire ce soir, la politique en France, donc avec la démission de François Bayrou, puis la nomination de Sébastien Lecornu, très très proche du chef de l'État. Passation de pouvoir le même jour que la mobilisation Bloquons tout, considérée par ses organisateurs comme un tour de chauffe avant la journée du 18 septembre, censée fédérer les mécontentements. Sébastien Lecornu pourra-t-il apaiser les choses, ramener la stabilité? On en parle dans un instant. L'ambassadeur de Russie en France convoqué, l'envoi de 3 Rafales en Pologne annoncé après ce nouveau cap franchi par la Russie cette semaine, l'intrusion d'une vingtaine de ces drones dans l'espace aérien de la Pologne, membre, je le rappelle, de l'Union européenne mais aussi de l'OTAN. La question est au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Et Israël repousse encore les limites de sa guerre avec cette frappe contre un bâtiment de la capitale qatari, Doha, abritant des dirigeants du Hamas engagés dans les négociations sur la guerre à Gaza. Un tournant pour le Qatar qui se croyait pourtant protégé du fait de son alliance avec les États-Unis. Les monarchies du Golfe resserrent à présent les rangs autour donc du Qatar. Et on commence donc par cette semaine politique chargée en rebondissements en France, quoique prévisible. Faute d'avoir obtenu la confiance de l'Assemblée, François Bayrou a démissionné, remplacé 2 jours plus tard par Sébastien Lecornu, jusque-là ministre des Armées, fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron. La passation de pouvoir s'est effectuée alors que quelques 175 000 personnes, 250 000 selon la CGT, se mobilisaient à travers le pays pour la journée Bloquons tout, qui n'a cependant pas eu l'ampleur que ses organisateurs espéraient. Quasi-immobilisme donc du côté du pouvoir, qui semble ne pas entendre le ras-le-bol, colère qui gronde de plus en plus de l'autre côté. La nomination de Sébastien Lecornu pourra-t-elle changer quelque chose à ce climat délétère qui pèse aussi sur l'économie et sur le rôle de la France à l'étranger? On va écouter tour à tour Sébastien Lecornu ainsi qu'une manifestante durant la journée Bloquons tout. Ça va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. J'aurai l'occasion d'y revenir, on vient d'en parler très longuement tous les deux. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Il avait fait la même chose, lui, avec Barnier. On est dans la merde jusqu'au cou et on y sera encore. Les retraités, il faut qu'on fasse des économies pour donner au gouvernement. Alors on en a ras-le-bol. Fabrice, donc nomination de Sébastien Lecornu, je le disais, fidèle parmi les fidèles. Macron, il tend du coup la main à personne. À quoi joue-t-il ? Macron, il reste sur sa ligne. Après, on peut se demander si les mêmes affaires vont pas avoir les mêmes effets. C'est frappant quand même c'est vrai, dans cette passation de pouvoir, quand on écoute un petit peu, c'est très tranchant vis-à-vis de François Bayrou sur le mode il faut être plus créatif, il faut travailler plus, il faut être plus technique. Donc la question, c'est quelle marge de manœuvre a Sébastien Lecornu. L'objectif, quelque part, c'est de rallier les socialistes, on le sait, de continuer à faire vivre ce socle commun qui est de moins en moins commun, mais l'équation reste la même. L'équation est la majorité à l'Assemblée. Pour l'instant, c'est très compliqué. Il a fait quand même des premières concessions, en tout cas il laisse planer des premières concessions qui sont sur la suppression des 2 jours fériés, c'est abandonné. Il laisse entendre que les 44 milliards auxquels s'accrochait Bayrou de remboursement, bien non, on peut aller vers plutôt 20 milliards, ce que demandent les socialistes. Donc on voit bien qu'il est dans une posture où, en tout cas, à peine en fonction, il est prêt à faire des concessions. La question, c'est combien de concessions? Est-ce que ça satisfera en effet le bloc socialiste? Du côté de l'extrême droite, ce qu'on a entendu, en tout cas le Rassemblement national, Marine Le Pen a parlé de 60 milliards d'économies. On est bien loin à la fois des 44 et encore plus des 20 milliards. Donc il y a quand même beaucoup de travail. Ziad, donc il promet la rupture tant sur le fond que sur la forme. À quoi peut-on s'attendre? Il y a la taxe Zuckman aussi. Non, on sait quels sont les territoires de négociation. Il y a ce que tu as dit, il y a
peut-être quelque chose sur le plan des retraites qui serait très symbolique parce que la marge de manœuvre c'est 0. Peut-être quelque chose sur le plan de la fiscalité, là aussi très symbolique parce qu'on sait très bien que c'est pas en appliquant une taxe. Enfin, d'abord il y a des risques purement économiques, mais bon voilà. Donc il y a des petites marges de manœuvre. Après, être créatif, changer sur le fond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi être en rupture avec son président, ce qui est pas simple. Il est le produit du macronisme. Là, il s'adressait à François Bayrou. Oui, mais la vraie rupture, si on veut la faire, c'est aussi d'avoir la marge de manœuvre vis-à-vis du président qui l'a nommé. Et il est aussi, l'enfant c'est un peu excessif, mais il est un peu le fils spirituel de la Macronie, ministre depuis 2017. Il était déjà dans la liste avant Barnier, il était déjà dans la liste avant Bayrou. Donc on sent que c'est vraiment l'homme du président. Et c'est l'homme du président parce qu'en fait, c'est pas que par fidélité. Parce qu'il n'y avait pas 50 000 options. Je ne vois pas comment Macron, en bout de course, va nommer un Premier ministre qui va être ouvertement contre lui. C'est pas possible. Ou nommer un socialiste qui va sauter en 3 secondes, ou nommer quelqu'un de très, très à droite. Ça peut paraître comme une provocation. Non, c'est d'ailleurs le mot qui a été employé par les oppositions. C'est le reflet de l'Assemblée nationale et du rapport de force. Il n'y a pas de majorité à gauche, il n'y a pas de majorité à l'extrême droite pour le moment. Elle approche à la vitesse d'un TGV, mais pour le moment, elle n'est pas là. Il n'y a pas de majorité LR, donc il fallait être dans le socle commun. Et dans le socle commun, il allait prendre quelqu'un avec qui il a une relative, assurance que sa fin de règne ne soit pas un long calvaire. Il va essayer les affaires internationales, il va essayer tout ça. Tout ça, c'est très compliqué parce que, comme on sait en France, ce théâtre-là se soldera à l'élection présidentielle en espérant que l'élection présidentielle amène une décision relativement tranchée de l'opinion publique française, du citoyen français, avec des législatives peut-être derrière. Donc voilà, il faut attendre jusqu'en 2017, il faut qu'on se trimballe ce cirque, parce que c'est vraiment un cirque. Un président qui va aux Nations Unies, qui parle de 2 États, et une situation chaotique en France, avec pas de gouvernement, enfin un Premier ministre quand même. Donc tout ça, c'est très difficile. Et les gens nous regardent avec une part d'ironie et une part de sévérité. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse faire en sorte que cette année et demie qui vient soit pas, même pas une année et demie, puisque la campagne va s'ouvrir aussi assez vite, que ça soit pas totalement perdu. Patricia, ça va être difficile pour lui de ramener cette sérénité, cette stabilité. Il y a eu cette journée bloquons tout. Alors certes, elle n'a pas mobilisé de manière massive, comme ce fut à l'époque le cas pour les Gilets jaunes, mais il y a aussi cette journée intersyndicale qui arrive. On peut s'attendre à une multiplication de ce genre de journée de mécontentement. Pas du tout devin, tout a été très bien exposé. Là, autour de la table, jusqu'à présent, je ne suis pas devin. Je ne peux pas savoir si le mécontentement va gonfler. On dit toujours que la France, effectivement, à l'automne, c'est le moment où la France est en ébullition et exige et réclame. La chose qui s'est passée, c'est que je crois que ça fait déjà depuis début juillet que l'on sait, en tout cas, les intéressés, ce qui est le président et le nouveau Premier ministre, savent qu'ils vont faire tandem, puisqu'on savait très bien que Bayrou, ça n'allait pas marcher. Tout le monde le savait, sauf peut-être l'ancien Premier ministre. Donc, ils ont eu du temps pour se préparer. Ils ont eu du temps pour voir quelles concessions pouvaient être faites. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça commence un peu mal, parce que c'est effectivement un proche du proche du président. Donc, vu la détestation vis-à-vis de Macron... c'est pas évident. Et puis en plus, il est quand même allé faire une révérence à Nicolas Sarkozy dans la semaine là. C'est pas ce qui va faire plaisir aux socialistes. Alors on sait qu'effectivement le nouveau Premier ministre vient de la droite, vient des LR, vient donc de ce courant-là. Mais enfin, aller faire une visite à Nicolas Sarkozy alors qu'on essaie de se ramener les socialistes dans un grand... en tout cas... une non-censure, ça fait monter les enchères. Enfin, moi, pour les socialistes, à mon avis, ils peuvent que dire qu'est-ce que tu vas nous donner. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêtes. En allant voir Nicolas Sarkozy, il a un peu satisfait peut-être le Rassemblement national, parce qu'on avait bien vu que le dernier interview qu'a donné Nicolas Sarkozy au Figaro, il était très, très ouvert, en tout cas, vis-à-vis du Rassemblement national. Donc, bon, c'est peut-être un signe vis-à-vis aussi du Rassemblement national, mais bon, je trouve que ça augure mal. Alors maintenant, la personne, on l'a décrite, c'est toute la com de l'Élysée qui le décrit comme quelqu'un qui est peu parlant, qui prend son temps, qui
qui va consulter. Enfin bref, décrite par l'Élysée, c'est l'homme parfait pour la situation. En tout cas, apprécié visiblement au ministère des Armées. À la Défense, mais à la Défense, on n'est pas bavard à la Défense. Vous savez, c'est assez rare quand les ministres sont bavards à la Défense. Donc, c'est un homme qui est peu connu. Il faut lui laisser la chance. Je pense qu'il y a une petite chance. Moi, je pense qu'il y a une petite chance. Si les socialistes font preuve d'une certaine ouverture, et si les LR font aussi preuve d'une ouverture. Parce qu'il n'y a pas que les socialistes dans la balance. Il y a aussi les LR. Si on donne une semblante taxe Zuckman améliorée, revue et corrigée, si on fait des améliorations sur les fameux 2 jours fériés, sur la santé, etc., il va bien falloir donner quelque chose aux LR. Et qu'est-ce qu'on va leur donner? On va leur donner l'AME, on va leur donner une loi sur la sécurité. Enfin, tout ça, bon, ça peut se mettre en place si jamais nos hommes politiques comprenaient que la France, il faut quand même qu'elle dure jusqu'aux élections présidentielles, parce que sinon, s'il y avait ce que veut effectivement LFI et probablement aussi le Front National, s'il y avait des élections présidentielles, qu'est-ce que veut dire des élections présidentielles anticipées, avec la chute donc de Macron qui démissionne? Ça veut dire que le prochain président n'aura plus la garantie de la stabilité. Et donc ça veut dire qu'on rentre dans une phase où il faut mieux changer de république. Faut passer à la une crise de régime, Fabrice? Non, mais enfin, il y a un scénario assez cynique qui existe déjà dans l'entourage de l'Élysée, qui est de dire, très bien, on a mis le meilleur qu'on avait d'une certaine manière, il va arriver peut-être au fil des négociations à trouver un budget. Peut-être qu'il ne va pas durer jusqu'à la fin, mais s'il ne dure pas jusqu'à la fin, ce n'est pas très grave. Derrière, on met un petit gouvernement technique quelques mois, et on arrive aux élections présidentielles. Donc c'est vrai qu'on a cet horizon des élections présidentielles qui vient un peu brouiller toutes les cartes, parce que tout le monde joue cette carte-là, le Rassemblement national évidemment, LFI évidemment, et d'une certaine manière, Macron également. Macron a dit « je ne partirai pas ». Je pense qu'il faudrait vraiment un tremblement de terre ou quelque chose d'énorme pour qu'il s'en aille. Et donc, il fait tout pour rester jusqu'au bout. La question, c'est est-ce que tout ça se fait au détriment de la France? On a un peu l'impression. Et des grands chantiers. Voilà. Et moi, je lisais la presse internationale cette semaine. Il y a eu des articles partout dans toute la presse internationale sur ces présidents qui essaient de se faire une petite veste à l'étranger sur les dossiers internationaux et qui sont en très mauvaise posture au niveau national. Et c'est vrai que Macron était cité évidemment dans tous ces articles-là. Donc on a quand même cette image à l'étranger qui n'est pas une image très positive en ce moment, même si, encore une fois, on voit Macron se débattre sur la scène internationale. Au niveau de la politique française, on ne peut pas dire que quelque chose soit fondamentalement changé depuis l'élection, enfin depuis la nomination de Sébastien Lecornu. Ziad, un dernier mot sur ce thème, cet horizon effectivement de la présidentielle, horizon très prochain. On pêchera vraisemblablement d'avancer sur les chantiers importants. Qu'est-ce qui va pouvoir se faire? Déjà, on a du mal sur un budget. Alors, la fin de vie, la bioéthique, enfin tous les sujets de société, c'est même pas une discussion. C'est-à-dire que je pense que, franchement, l'urgence des urgences, c'est d'avoir un compromis budgétaire. Mais ça veut dire quoi, un compromis budgétaire? Ça veut dire que c'est un compromis politique de fond. Ça veut dire que ça impacte la vie des gens au quotidien. Après, quand on regarde les chiffres, on est un peu surpris aussi, parce que on parle de 40 milliards. Alors c'est vrai que pour le commun des mortels, 40 milliards, c'est juste, c'est l'Everest. Mais en réalité, si on le compare, par exemple, aux dépenses collectives publiques de la France, c'est 3%. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut économiser 3%. Je pense qu'il y a une part de réflexion qui se fait plus. Il y a une espèce de part d'automatisme qui consiste à dire faut augmenter les recettes. Ok, très bien, mais on peut peut-être aussi quand même, je sais que c'est très droitiste de dire ça, on peut quand même regarder dans les 1400 milliards que dépense ce pays tous les ans, que ce soit l'État, les collectivités publiques, etc., s'il n'y a pas 2,5 à 3% qu'on peut gratter en attendant qu'une nouvelle majorité arrive et prenne des décisions de fond, c'est-à-dire des décisions politiques. Et moi, je suis fasciné par le suicide aussi, parce que tous ces gens qui s'étripent à l'Assemblée nationale, ils sont en train d'ouvrir la porte, mais vraiment sans l'ombre d'un doute, à une majorité au moins relative, voire absolue, du Rassemblement national. Ils étaient à 40... Elle a fait combien, Marine, en 2020, avec une non-campagne de
elle a fait plus de 40%, donc c'est pas non plus, c'est pas très loin. Bon, après il y a les juges. Ils n'augmentent pas terriblement en étant. Mais avec le chaos, avec le ras-le-bol des gens, c'est pas exclu. Quand on voit la percée de gens comme Farage en Angleterre. Non, mais on risque de se retrouver avec 3 blocs encore. C'est ça le problème. Nicolas, on va passer au dessin sur ce premier thème. Pardon de vous avoir coupé, Ziad. Non. Nicolas, les dessins, donc des dessins. Je vais vous montrer 4 dessins. Je vais commencer par un dessin de France, de Soulcier, dans Télérama, qui nous rappelle que les gilets jaunes existent toujours. C'est un dessin qui est très intelligent, je trouve, parce qu'il rappelle quand même de manière subreptice comme ça que la crise des gilets jaunes n'a jamais été soldée, parce qu'elle s'est arrêtée en fait avec le Covid. Elle a été un peu mise sous le tapis, et c'est ce que je trouve très bien avec cette espèce de capitaine crochet que sont les gilets jaunes dans ce dessin de Soulcier. Autre dessin qui nous vient de Suisse, de Hermann, de la Tribune de Genève, bloquons tout. Sauf la dette, parce que ça rejoint ce que disait Ziad notamment. Tous ces gens qui manifestent, ils ne disent pas comment on va sortir la France de l'ornière. Donc c'est un dessin que je trouve très bien publié en Suisse. Un dessin, on revient en France, de CAC, dans l'opinion, CAC que vous voyez souvent sur ce plateau. Avec nous la semaine vous allez voir, la France avait besoin de changement. Et regardez les ombres derrière, vous avez 2 fois Emmanuel Macron. Je trouve que c'est un dessin qui est très malin et très drôle. Et puis je termine par un dessin de Livingstone, un dessin français aussi, qui nous revient évidemment sur une autre actualité qui est la mort de Rick Davis, le fondateur de Supertramp. Vous vous rappelez la une de Libé cette semaine, Supertramp, qui était très bien aussi. Je trouve ça très bien, Goodbye Stranger, parce qu'on a l'impression que François Bayrou est un étranger, même à lui-même. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces dessins. Pendant ce temps, les grands chantiers internationaux se poursuivent et l'ambassadeur de Russie, tout d'abord en France, était convoqué aujourd'hui. Il y a eu aussi l'annonce de l'envoi de 3 Rafales en Pologne, annoncée donc par Paris. Après ce nouveau cap franchi par Moscou, l'intrusion d'une vingtaine de ces drones dans l'espace aérien de la Pologne, membre de l'UE mais aussi de l'OTAN. Le nombre de ces engins fait figure de test pour les Européens. La question est au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Au cœur également, mercredi dernier, du discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On va l'écouter. Aujourd'hui, nous avons vu une violation dangereuse et sans précédent de l'espace aérien européen et polonais par plus de 10 drones Shahed russes. L'Europe exprime sa complète solidarité à la Pologne. Le message de Poutine est clair et notre réponse doit l'être aussi. Nous devons faire davantage pression pour que la Russie s'asseye à la table des négociations. Il faut plus de sanctions. L'intrusion de ce type d'engin dans l'espace aérien polonais, ce n'est pas une première, mais là, le nombre a été quand même inédit. Le nombre est inédit et l'intention est floue, voire... Elle n'est pas floue. Enfin, il y a eu, au début, il y a eu une espèce de silence du ministère de la Défense russe. Bon, bref, donc il y a eu un flou. Il y a clairement une volonté de repousser un peu plus, encore une fois, les limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller et quel type de réaction ça déclenche chez nous. Je pense qu'il y a aussi une forme de, pas de course en avant, mais une forme d'accélération du côté russe, comme s'il y avait soit une fragilité, quelque chose d'interne qui pousserait à aller plus loin encore dans la guerre pour rassembler, et puis un message très clair à notre intention. Vous croyez que, non, vous êtes les cibles. Il avait dit d'ailleurs, s'il y a des troupes au sol en Ukraine, elles seront considérées comme légitimes. Donc je peux violer l'espace aérien. Donc, après, on peut parfaitement comprendre les Polonais qui ont une longue histoire de la cohabitation avec la Russie, ou la Russie communiste, ou la Russie tsariste. Bref, ils connaissent. La réaction française, on parlait de la France affaiblie, mais quand même, s'il y a eu un vrai son et s'il y a eu une vraie posture, elle est venue plutôt de Paris. Moi, j'ai pas entendu beaucoup les Allemands. J'ai rien entendu en Angleterre. J'ai entendu un président français. J'ai entendu un ministre des Affaires des étrangères français qui a convoqué un ambassadeur. L'Allemagne a quand même dit qu'elle allait renforcer sa contribution à cette police du ciel de l'OTAN. C'est quoi d'ailleurs cette Alors, c'est des avions qui volent sur le front Est. Alors, permanente donc, il y a la partie... pas liée au contexte. Non, tout le temps. Il y a la partie... Et les rafales sont symboliques, là. C'est une réaction symbolique. Mais bon, donc voilà, on est en danger, il faut le savoir. Et puis, on en parlera tout à l'heure avec Gaza et le Qatar. C'est aussi l'absolue faillite
d'un leadership américain qui a eu des passif. Ce qu'il dit, c'est pas clair. Il dit non, ils sont tombés. Alors j'étais sur Fox News. Non, mais c'est pas clair. Hein. Patricia. Moi, ce que je trouve dans cette malheureuse histoire, il y a deux choses qui m'intéressent. Moi, c'est 19 drones qu'on nous a envoyés. On n'en a abattu que 4. On a déclenché l'armada, les avions, tout ce qu'on a pu. On a mis les patriotes en l'air, etc. pour descendre. Les autres, ils sont passés, ils se sont posés, on ne sait pas où ils sont allés. 4 malheureux drones. Ça prouve à quel point nous sommes vulnérables. Parce que c'est toutes nos forces. Les avions qui ont décollé, les Hollandais, les Polonais, etc., ont tous décollé, et puis les armements se sont mis en marche, et qu'on arrive à battre que 4 drones. En tout cas, c'est un coup réussi. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'est un coup réussi pour les Russes qui ont beau dire « Oh non, c'est une erreur d'opérateur au sol ». Oui, alors il peut y avoir des erreurs d'opérateur pour 1, 2, 3 drones. On en est quand même à la 9e violation des frontières de l'OTAN. Mais 19, non, alors il faudrait qu'il y ait beaucoup d'opérateurs qui fassent des erreurs en même temps. Donc c'est fort peu probable. Donc c'est un bon coup pour les Russes parce qu'ils ont vu nos lignes de pénétration. 2, pour nous, ça nous montre notre état de faiblesse. On s'équipe en avions supersoniques, etc. Mais on n'est pas foutu d'avoir un mur de drones pour endiguer ça. En plus, les drones qu'ils nous ont envoyés, c'est ce qu'on appelle des drones leurres. C'est même pas des drones équipés de caméras ou d'engins explosifs. C'est juste pour faire des leurres. Donc c'est un pied de nez extraordinaire. Et la troisième chose, moi qui m'inquiète le plus, c'est la réaction, d'en parler-y, de Trump. Qu'est-ce qu'il a dit? Ou alors il a dit... C'est parti, ça veut dire quoi? C'est parti. Et puis ça veut dire, il y a peut-être eu une erreur, on va voir. Et plus grave, Mark Rutte de l'OTAN entonne la chanson de Trump. Il dit, on va faire une enquête. Ouh là là, on se précipite pas. Il dit aussi qu'il faut renforcer le flanc Est. Forcément, c'est le minimum qu'on puisse faire quand même. Mais donc, pour Poutine, ça y est, il a testé. Il s'est dit, la prochaine fois, je peux aller plus loin parce que ils vont faire une enquête où ils vont dire, c'est parti. Et puis, ils n'ont pas les moyens. Donc, il est temps qu'on réagisse. Alors, ce qui est intéressant, j'en finirai par là, ça s'est passé pratiquement, ce qui se passe en ce moment, ça se passe au moment où l'Union européenne vient de débloquer les 150 milliards, enfin, pour relancer notre industrie de l'armement. Donc, il est grand temps qu'on s'y mette. On a toujours un train de retard. Oui, 3 choses. Clairement, c'est un test pour voir un peu où sont nos limites. Ça, c'est la première chose, ça c'est clair. C'est intentionnel, évidemment. Les drones n'étaient pas équipés de bombes, etc. Donc, c'est en effet un petit pied de nez. Deuxièmement, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, on a énormément de moyens, en tout cas certains moyens, mais qui ne sont pas du tout adaptés à cette guerre des drones qui a commencé en Ukraine. Et donc, au lieu d'avoir un mur de drones, les Rafales, c'est très bien, mais on n'a même pas les sondes acoustiques, on n'a pas tout ça. Donc, il y a quand même ce débat à avoir. Face à ces drones, qu'est-ce qu'on fait? Et troisième petit point, sur Trump, je suis gêné depuis quelques jours, moi, parce que je trouve qu'on traduit mal ce qu'il a dit, en fait. Trump, il écrit comme il parle. Et quand on suit son cheminement de pensée, quand il dit « here we go », ça veut dire « ah, et donc c'est encore reparti, c'est encore « here we go again ». D'un genre de dire « oh, il commence à me fatiguer ». Mais il l'a dit d'ailleurs que sa patience avait des limites, voilà. Il l'a dit tout à l'heure. Oui, mais il fait rien. Et donc, on en parlera certainement tout à l'heure. Il y a un parallèle, évidemment, entre le dossier ukrainien et le dossier Gaza, où en fait, que ce soit Poutine ou que ce soit Netanyahou, on les mains totalement libres pour faire ce qu'ils veulent. Et on voit ces débordements. Et quelqu'un comme Alors c'est quoi? Il hésite? Non, il se désengage. Non, il voit qu'il n'a aucun intérêt. La bagarre, elle a déjà lieu. Ce serait quoi alors son intérêt? Son intérêt, lui, ce qu'il voulait, Trump, c'était très simple. Il voulait établir la paix à Gaza et en Ukraine très très rapidement. Il s'est rendu compte que malgré que le monde est un petit peu compliqué que cette pensée-là, malgré, il a quand même fait le sommet à Anchorage qu'on a complètement oublié, ça a servi absolument à rien. Les pressions sur Netanyahou, il y en a eu aucune, ne servent à rien. Voilà. Et donc ce qu'il veut maintenant, c'est en tout cas ne pas sembler s'enfermer dans une position où en fait tout le monde se rend bien compte qu'on se moque un peu de lui. Et surtout, la base MAGA commence à dire « mais ça suffit, les histoires de Trump en Ukraine, on n'a pas envie d'être là, ça suffit avec ce qui se passe. » On va vers un désengagement de Trump, c'est ça qu'on risque. Il y a déjà de facto
un échec cuisant de la politique étrangère de Trump qui se traduit dans ces deux dossiers. Mais ce qui est incroyable, c'est que, à la limite, l'Amérique pourrait se désengager progressivement. C'est leur choix souverain. Mais pas dans ce merdier général. C'est-à-dire pas. Sur l'OTAN, ce serait un problème aussi. Oui, non, mais je veux dire, on ne peut pas les obliger non plus à avoir. Ils ont été dans le passé. Ils ont une histoire, etc. Enfin là, c'est pas progressif. On va en reparler sur le Qatar, etc. Il y a une faillite. Excuse-moi, je pense franchement, il y a une faillite de leadership. C'est-à-dire que lui. Il est au gré du vent. Les gens qui sont autour de lui sont au gré du vent par rapport à lui. Donc tout le monde est au gré du vent. Il y a une base MAGA, certes. Mais il y a aussi un establishment politico-militaire qui est quand même pas négligeable aux États-Unis, même si pour le moment il est un petit peu, disons, pas mis de côté, mais bon, il est moins puissant qu'avant. Et puis une défaite de l'Ukraine, enfin je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait 3 ans d'études géostratégiques. Une défaite de l'Ukraine, c'est une défaite des États-Unis, c'est une défaite de l'Occident. Après, on peut dire qu'il n'y a plus d'Occident, chacun chez soi, mais quand même. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est que les Ukrainiens, eux, se sont adaptés sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait des progrès en termes de production militaire en quelques mois, 2-3 ans, d'une vitesse incroyable. C'est-à-dire que nous, on est toujours avec nos... Alors qu'est-ce qu'on attend ? Parce qu'on ne sait pas faire. Nous, on sort de... Ce qui a dit la parenthèse heureuse est terminée. Nous, on sort d'un monde sans guerre, sans rien. On se dit que Poutine n'osera jamais faire ci, faire ça, et au final, il le fait. Tous les jours, on s'aperçoit qu'on est menacé et qu'il faut adapter notre stratégie militaire. On n'a pas compris, je crois, ce que les pays... Enfin, nous, on a compris ça, les Français, mais on n'a pas fait le reset, en plus, sur un plan militaire de nos industries militaires, parce qu'il faut quand même savoir que les drones, à un moment donné, il avait été question dans l'armée de miser sur les drones, puis ils ont dit non, on mise pas sur les drones. Donc du coup, on a pris des années de retard. Fermons la parenthèse sur nos choix qui ont été erronés. Non, mais ce qui est plus grave, c'est que les pays européens n'ont toujours pas compris que les États-Unis se désengagent. Et ça n'a pas commencé avec Trump. On dit, oh là là, Trump, c'est terrible, il se désengage. Mais non, ça a commencé avec Obama. Et donc, ça fait longtemps qu'il y a ce mouvement de fond. Oui, mais il y a longtemps, même sous Biden, il avait... Alors, franchement, sur un plan économique, si ce n'était pas nous vassaliser complètement... Non, mais il y a eu un désengagement. Sous l'Ukraine, Biden aurait pu faire bien mieux. Il aurait pu ne pas attendre 10 ans pour donner 3 malheureux chars et des avions. Donc, on voit très bien qu'il y a ce mouvement progressif de bascule forcément des États-Unis vers leur centre d'intérêt qui est la Chine. Et les Européens sont toujours en train d'attendre que ce soit les États-Unis qui viennent les défendre. Je ne sais pas, moi, comment va réagir Trump à ces infiltrations de drones. Mais c'est un vrai signe. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il va y avoir des infiltrations en Lituanie ? Là, quand même, l'exercice qui est en cours, c'est ces manœuvres militaires russo-biélorusses qui ont démarré aujourd'hui jusqu'au 16 septembre. Le fameux corridor de Sivalki. Mais ça aussi, c'est un test. Mais non, ça c'est routinier. Mais c'est un pied de nez supplémentaire. C'est ce fameux corridor qu'on redoute tous qu'un jour la Russie envahisse pour aller en Lituanie. Donc, les pays européens n'arrivent pas, je pense, à faire le switch qui serait nécessaire. Enfin, les pays européens qui sont très attachés aux États-Unis, en tout cas. En attendant le déclic, Nicolas Lédessin. Oui, ça me rappelle quand même la phrase de Sigmar Gabriel, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand en 2018, qui avait dit « Nous sommes des herbivores au milieu d'un pays de carnivores ». Ouais. C'est exactement ça. Je vais vous montrer 3 dessins. Un premier dessin de Thierry de Royard, dessinateur hollandais, parce que ces drones arrivent comme une nuée de moustiques et il essaie avec sa pauvre petite tapette à mouche d'y arriver, mais ça ne marche pas. Ça va en Europe, ça va en Ukraine, vous voyez, ça va aussi en Ukraine. Ce qui m'a un deuxième dessin, c'est un dessin que j'ai fait cette semaine, qui est paru dans Le Vif, parce qu'on a un peu oublié ça, mais... Poutine a soi-disant proposé à Zelensky de le rencontrer à Moscou et on s'étonne que Zelensky ait dit non parce qu'à mon avis, il aurait dû vérifier ce qu'on aurait mis dans son thé. Ça, c'est un dessin que j'ai fait cette semaine parce que tout est lié, évidemment. Et puis, je termine par un dessin magnifique de Niels Boyesen, dessinateur danois, qui se passe de commentaires et qui montre le pied de Poutine qui commence à écraser tout petit à petit le drapeau polonais. C'est un dessin magnifique. C'est les grands dessins comme ça, ils n'ont pas besoin de texte, ils racontent beaucoup plus que tout un article. Et tout est dit. Merci beaucoup Nicolas. On passe maintenant au dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir. Israël qui repousse là aussi les limites de sa guerre avec cette frappe contre un bâtiment de la capitale qatari Doha qui abritait des dirigeants du Hamas engagés dans les négociations sur la guerre à Gaza. Un tournant pour le Qatar qui se croyait protégé du fait de son alliance avec les États-Unis. Les monarchies du Golfe resserrent à présent les rangs autour du Qatar qui assure malgré tout vouloir continuer dans son rôle de médiateur dans cette guerre à Gaza. On va écouter le Premier ministre qatari.
Israël essaye de réorganiser la région par la force. Israël utilise des idées fondamentalistes qui sont la base de toutes ces actions. Les populations de la région n'acceptent pas ce genre de comportement, ni ce genre de discours. Comme Poutine, dans sa guerre, là aussi Israël repousse une nouvelle fois les limites. Enfin, test. Là, on le dit depuis déjà un certain temps, l'hubris. Et à chaque fois, ça va plus loin. Voilà, et chaque fois, ça va plus loin parce que Israël veut réorganiser effectivement le Proche et Moyen-Orient. Maintenant, c'est même plus, ça va un peu plus loin à sa vision des choses, si vous voulez. On a bien vu les déclarations du Premier ministre. Cette terre est à nous. Il est hors de question de l'abandonner, etc. Donc tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces États du Golfe qui finalement se faisaient pas mal depuis les accords d'Abraham à cet Israël, ma foi, on allait faire du business, c'était pas mal. Là maintenant. Ils n'ont rien fait d'important le 7 octobre. Je veux dire, il ne s'est rien passé. Ils se taisaient largement sur la guerre à Gaza. Après le 7 octobre, ils n'ont pas condamné avec violence aussi bien le 7 octobre. Ils ne sont pas non plus condamné ce qui se passait à Gaza. Donc, ils avaient une position très attentiste. Et là, maintenant, ils vont un peu trop loin, les Israéliens, à leur goût. Mais ça serait très facile de faire un signe. Très facile pour eux. Nous, on pourrait suivre derrière. Il y a deux choses. Les accords d'Abraham, signés par les Émirats, signés par le Maroc. Bon, on ne va pas parler du Soudan, mais ces deux pays peuvent partir s'ils veulent être solidaires de ce qui se passe à Gaza et s'ils veulent montrer leur unité du monde arabe par rapport à... Mais là aussi, peut-être qu'ils attendent de voir comment va réagir Donald Trump. S'ils attendent, alors ça veut dire que le monde entier va s'aliser vis-à-vis de Donald Trump. Et nous, les Européens, quand on dit on ne peut rien faire, on a quand même une arme aussi qui n'est pas nucléaire, mais qui est quand même importante, c'est l'arme économique, nos accords économiques. On est le premier marché d'Israël, on pourrait très bien faire pression, mais à partir du moment où personne ne fait pression, et à partir du moment où le président américain veut établir sa Riviera, qu'est-ce que vous voulez qui empêche, qui modère, j'ai envie de dire, Netanyahou dans son souci de revanche et de tuer les responsables du Hamas et d'essayer de décapiter le Hamas dans Gaza? Rien ne pourra l'empêcher de faire cette... En tout cas, Ziad, là, les négociations de paix sont complètement torpillées. Je pense que il y avait la lutte à mort contre le Hamas, il y avait le message qu'aucune frontière ne nous limite. Et ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Et la troisième chose, c'est que c'est le torpillage d'un processus dont on savait qu'il était torpillé. Mais là, il est torpillé réellement, physiquement, par des bombes. Après... certes, on sent que c'est confus comme réaction, mais c'est confus parce qu'il y a la stupeur. C'est-à-dire, on parle pas... Les Émirats, eux, ont signé les fameux accords d'Abraham, mais les Qataris, ils n'ont pas signé les accords d'Abraham. Mais c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est l'allié où il y a la base militaire la plus importante des États-Unis sur le flanc oriental qui leur permet de couvrir toute la région. C'est, rappelez-vous, le 747 qu'on lui a donné en cadeau. C'est ses enfants qui font du business au Qatar en faisant des golfs, des villas, etc. Donc, normalement, l'assurance, elle est blindée 100%. Et que cette assurance-là saute, ça veut dire un effet, un tsunami diplomatique et géostratégique pour ces gens qui essayent de se rassembler par rapport à quelque chose qui leur est totalement inconcevable. Je ne sais pas, si vous remontez dans l'histoire, c'était le premier dirigeant saoudien sur le bateau américain qui a signé le pacte à la vie, à la mort entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Donc tout ça, les gars sont soufflés. Alors, ils vont avoir deux attitudes. D'ailleurs, ils se rassemblent, donc il y a beaucoup de visites diplomatiques. Ça va loin, parce qu'ils ne s'aiment pas. Je veux dire, les Émiratis n'aiment pas les Qataris. Ça va mieux. Ouais, mais au fond, moi, Et d'ailleurs, le Premier ministre qatari annonce donc l'organisation d'un sommet arabo-islamique pour étudier une réponse collective à apporter. C'est pas gagné, parce que certains vont jouer chacun leur carte. Ce qui est intéressant, il y a des micro-choses intéressantes. La visite du Premier ministre pakistanais, le Pakistan, puissance nucléaire, qui va le lendemain au Qatar pour dire on est solidaire. Bon, ça crée un espèce de ripple effect, comme disent les anglo-saxons, qui est terrible. Et là, encore une fois, moi, je veux bien que l'Amérique se désengage. Je veux bien qu'elle vive sa vie de son côté. Peut-être, c'est peut-être mieux. Là, elle est engagée, mais là, c'est le bazar. C'est-à-dire qu'il dit n'importe quoi. Il dit j'ai essayé de les prévenir. On s'aperçoit
qu'il n'était pas vraiment dans le coup. Alors, est-ce qu'il était dans le coup? Il n'était pas dans le coup. Est-ce qu'il a laissé faire? Il n'a pas laissé faire. C'est pas du désengagement. C'est la rupture d'un ordre qui a besoin d'un minimum de structure. C'est-à-dire, si on enlève tout, c'est chacun pour soi. Enfin, on découvre aujourd'hui que le plan, c'était peut-être d'attaquer la Turquie. Comment ça, attaquer la Turquie? Parce qu'effectivement, il y a tout un bastringue Hamas en Turquie. C'est peut-être les prochains, mais la Turquie, c'est l'OTAN. La Turquie, c'est des missiles, c'est vraiment... C'est pas la même chose. Et qu'il n'y ait plus de gestion de ça. Alors, on n'aimait pas le gendarme américain, à l'époque où il était gendarme, mais il avait une ou deux vertus il était quand même relativement raisonnable. Cohérent. Fabrice, cette passivité alors américaine... C'est effrayant parce qu'on a un peu l'impression que la géopolitique mondiale se décide au gré d'actions militaires à gauche, à droite, etc. Et des réactions de Trump ou de pas Trump. Or, jusqu'à présent, oui, on l'a dit, c'est un échec total. En plus, je pense qu'il y a une course en avant parce qu'il y a une course en avant autour de ce qui va se passer aussi à l'ONU, avec les annonces françaises sur la solution à deux États. Netanyahou a déjà dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Donc on se rend bien compte qu'on est dans des scénarios qui sont complètement antinomiques, où on a d'un côté une volonté, quelque part, d'en se tenir à cet État palestinien qui semble de plus en plus lointain. Sur le terrain, c'est tout le contraire. Et Trump ne fait rien. Biden ne faisait pas grand-chose. Mais Biden, au moins, montrait ses réticences, etc. Il aurait pu faire beaucoup plus. Il avait suspendu, à un moment donné, les bombes à 100 000 une tonne. Trump ne fait rien du tout. Netanyahou a le champ libre, donc il teste. C'est vrai qu'honnêtement, ça a surpris quand même pas mal de monde, cette attaque sur le... Je trouve que Trump est actif. C'est pas qu'il fait rien, il est actif. Il arme Israël en permanence. Ah oui. On ne peut pas dire qu'il ne fait rien. Il fait rien par rapport à Israël, je voulais dire. Il soutient, il est actif. Il se tait, c'est tout. Et il a essayé de faire des négociations qui n'ont pas marché parce qu'il avait en face de lui le Hamas qui ne voulait pas forcément entendre, effectivement, qui ne voulait pas entendre ou qui n'était pas d'accord sur les termes de la négociation, je dirais plutôt pour être exact. Je veux dire, il n'était pas d'accord sur les termes de la négociation proposés par Trump et qui reprenaient les termes de la négociation proposés par Netanyahou. Mais néanmoins, Trump est engagé. Et ce qui l'intéresse, comme avec les Russes, c'est finalement l'étape d'après. Oui. L'étape d'après où on reconstruit, on fait du business. Et avec les Russes, c'est l'étape... effectivement, moi, je pense qu'il y a une profonde déconnexion psychologique. Non, mais c'est pas que lui. C'est-à-dire, lui et son entourage et toute cette bande de théoriciens, etc., ils fonctionnent dans un monde qui n'existe pas. Et le problème, c'est que le monde qui existe, lui, est en train de se fracturer complètement, c'est-à-dire avec plus de règles. Nations Unies, tout le monde s'en fout. Excusez-moi, déjà, on s'en foutait avant. Aujourd'hui, on s'en fout complètement. Demain, une puissance moyenne émergente décide de régler son compte à son voisin. Déjà que ça se faisait un petit peu, mais alors là, s'il n'y a plus de garantie, s'il n'y a plus d'assurance, s'il n'y a plus un minimum de règles communes, c'est catastrophique. Et c'est là, je trouve on peut parler de désengagement, encore une fois, je comprends très bien, mais pas cette espèce de... Ça me fait penser à l'Afghanistan, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi ces images de tanks américains pris par des types c'est pas pareil, mais c'est cette image-là. Il n'y a pas de puissance de remplacement. Les Chinois regardent ça avec délectation tout en se disant il ne faudrait pas que ça parte dans tous les sens. Donc on est dans une période, à mon avis, extrêmement, sombre, difficile. Dernier mot, juste un petit mot. On est dans une période de désengagement, mais on est aussi dans une période de terreur imposée par Trump avec les droits de douane. Ce n'est pas un homme qui se replie complètement. Il va bombarder un avion au large de l'Amérique et impose des droits de douane qui terrifient tout le monde, dont les Indiens. Donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est un nouvel ordre qui se met en place sur un désordre. Mais ce n'est pas un ordre forcément qui nous convient. Moi, je dirais que c'est un désordre sur un désordre. C'est ça, oui. Voilà. C'est la force. L'air, en tout cas, des prédateurs, on peut le dire. Nicolas, les dessins sur ce... Oui, j'ai 4 dessins. C'est un sujet qui n'est jamais facile pour nous, les dessinateurs. Je commençais par un dessin qui vient de Syrie, de Fad Bahadi. On va le voir. Mettre la colombe de la paix, c'est toujours un peu tarte à la crème, mais en l'occurrence, je trouve que ça fonctionne très bien ici, avec Netanyahou qui bloque tout. Je trouve que c'est un dessin qui est visuellement très, très fort. Un autre dessin sans texte de Ramsès, qui vient de Cuba. On va le voir. On voit l'échec total de la diplomatie.
Le dessin parle de lui-même, je n'ai pas vraiment besoin de l'expliquer. Et puis je vais terminer par 2 dessins quand même un peu rigolos. On peut essayer de rigoler, c'est pas facile quand même. De Mikaya de France. Israël annonce avoir tué le porte-parole de la branche armée du Hamas. 30 ans de cruauté, ça nous laisse sans voix. Ce qui montre la duplicité du Hamas qui a très bien été évoqué tout à l'heure. Et puis un dessin de Urbs de France, paru dans Sud-Ouest ou dans Le Monde, je ne sais plus exactement. Israël affirme avoir détruit un immeuble utilisé par le Hamas. Comment ils ont encore trouvé un immeuble entier? Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour tous ces dessins. Merci Fabrice, Ziad et Patricia d'avoir participé à Une semaine dans le monde ce soir. Avant de se quitter, une très grosse pensée pour les Français Cécile Collère et Jacques Paris, toujours détenus en Iran depuis le 7 mai 2022, soit 1224 jours. Pensée également pour le jeune franco-allemand Lennart Monterlos, arrêté quant à lui le 16 juin dernier. Nous ne les oublions pas et adressons nos pensées à leurs familles en espérant leur libération prochaine. Cette émission est à retrouver sur notre site internet, en podcast et sur les réseaux sociaux. Restez avec nous. L'info se poursuit dans quelques minutes.